Bonjour Denis Laferrière. Bonjour. L'un des plus grands écrivains d'aujourd'hui, membre de l'Académie française. Merci d'être notre invité. Il y a 15 jours seulement, vous étiez encore en Haïti, ce pays qui vous a vu grandir, ce pays qui, il y a 6 ans, jour pour jour, subissait un terrible séisme qui a fait 300 000 morts. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, c'est qu'on est à la veille des élections et qui n'arrivent pas, elles, et ce qui crée une atmosphère larvée de violence. Les nuits sont redevenues peu sûres, mais les jours sont enthousiasmants car ce pays a une vitalité exceptionnelle. Oui, 6 ans après, Haïti s'est relevé. Haïti s'était relevé dès le lendemain. Et je me souviens, puisque j'étais présent, je suis sorti le lendemain pour aller voir l'état des choses dans cette ville qui venait de tomber sous nos yeux avec tous ces morts. Et j'ai vu une vieille dame assise par terre, dos contre le mur, avec un étalage de mangue à vendre. C'était une pauvre femme. Et le lendemain, déjà, elle avait son commerce et elle s'était, disons, mise debout. Et pour aller chercher la vie, comme disait ma grand-mère, buscando la vida, chercher la vie, parce qu'elle a des bouches à nourrir, elle a une vie à vivre, et elle a surtout des gens à protéger. Et c'était ça, la manière haïtienne de se lever, c'est-à-dire non seulement l'instinct de survie, mais la vie quotidienne et son cortège d'appétit, Oui. de choses à faire. 6 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ressent, Denis Laferrière, quand on a vécu ça ? Mais chaque année, à la date même, on se dit c'est exceptionnel, mais en réalité, les gens qui sont en Haïti vivent chaque jour comme étant un jour de plus. Et ce que je vois en Haïti, malgré tout, c'est que le choc est plus fort pour les gens qui sont à l'extérieur et qui, chaque année, à la date, reviennent dessus. Mais dans la réalité haïtienne, il y a tellement une touffeur, c'est tellement une chaudière, Port-au-Prince, avec ses millions d'habitants et pour un espace assez restreint qu'on n'a pas cette impression-là. Oui. La vie est toujours palpitante. Et cette vie palpitante que vous avez vécue, Denis Laferrière, il y a 30 ans, vous a conduit à vouloir écrire un livre, un seul livre, c'est ce que vous vouliez faire. Oui, comme Bolivar avait rêvé d'un continent, le continent américain, un seul pays, un seul continent, disait-il. Mais tous ces pays ensemble et dans le même désir de faire autrement, puisque le continent américain était à ses yeux le matin du monde. Oui. Ce matin du monde vous fascinait déjà ? Oui, tout à fait. Ah oui, très jeune, je sentais que j'habitais ce continent-là, étant en Haïti. Nous n'allons pas donner ce continent aux États-Unis. Les États-Unis, c'est les États-Unis d'Amérique, mais le continent américain comprend l'ensemble des pays, dont ceux de la Caraïbe aussi. Oui. Parce que les Antilles, pour moi, la Caraïbe, ce sont des dénominations liées à la colonisation. Ce qui reste, c'est qu'il s'agit d'Amérique. Oui, ce que vous vouliez raconter, c'est quoi ? C'est les paysages qu'on traverse à toute vitesse, c'est la violence et le sexe, c'est la vie américaine, c'est le rêve finalement, une mythologie. Dans Mythologie américaine, ce nouveau livre, et disons que je suis un peu resté sur la partie nord-américaine. Il y a aussi une partie du Sud, où j'ai parlé, l'odeur du café, on se souvient, ma grand-mère, et le café, la farniente, le charme des après-midi sans fin. Mais dans cette partie-là, me voilà jeune homme, disons, expulsé par le dictateur Papa Doc, qui arrive à Montréal, au Québec, dans cette Amérique du Nord si différente de l'Amérique centrale et de cette partie caraïbéenne où j'avais passé une grande partie de ma vie, et je découvrais cet espace qui appelle la vitesse et toutes ces populations contrastées qui se trouvent dans les grandes villes de cette Amérique du Nord, Montréal, et New York, Los Angeles. Et j'étais ébloui par tout cela, par cette activité, cette surcharge d'énergie aussi. Cette forme de nationalisme aussi, ces prédicateurs blancs et noirs, cette menace de la bombe atomique, tout ça intervient dans votre écriture.
Ah oui, tout ça, il fallait faire rentrer tout cela et je ne voulais plus être un écrivain qui reste chez lui et dans sa chambre peut-être à écrire, mais je voulais faire rentrer par la fenêtre toute la rumeur de cette Amérique buissante de sons nouveaux, d'odeurs nouvelles, déjà même simplement le hamburger, d'odeurs, de sensations et nouvelles, cette vitesse dont va nous parler les écrivains, Jack Kerouac. Oui. Vous écrivez presque sur la route à vous. Vous faites votre traversée de l'Amérique. Une traversée à la fois réelle et imaginaire. Et oui, c'est vrai que le roman Sur la route de Kerouac m'avait impressionné. Cette écriture que Bukowski et cette alternance de violence et de tendresse, cette façon de cacher la tendresse par la violence, ce plaisir d'être qu'on trouve chez Miller, qui peut s'asseoir à la terrasse d'un café à Paris ou à New York et accepter le monde dans sa diversité, le bien comme le mal, et tout. Et cette, disons, force physique qu'avait Hemingway, qui allait chasser le gros, comme on dit, et soit le lion en Afrique ou l'espadon et un peu partout au large de Cuba. Eh bien, tout ça, je voulais tout ça. Je l'ai écrit dans ce livre, je voulais l'Amérique. Oui. Avec ses buildings, sa bureaucratie, ses autoroutes, le bien, le mal, tout ce qu'elle a fait de bon ou de mal, enfin tout. Je voulais cette fureur de vivre. Oui. Et alors, vous écrivez Comment faire l'amour avec un noir sans se fatiguer. Vous écrivez Cette grenade dans la main de ce jeune nègre est-elle une arme ou bien un fruit. Vous écrivez des livres à la fois drôles, mais qui insufflent la vie et aussi, finalement, les rapports des hommes entre eux. Oui, il y a cet espace, disons, étonnant, énorme, immense, qui est l'Amérique du Nord. Le Québec lui-même, le Québec peut faire 5 fois la France en termes de superficie, et qui est une des provinces du Canada, si l'on peut dire. Imaginez, le Canada, les États-Unis, et aussi les hommes. Pas seulement les paysages, mais aussi les visages. Et le rapport des gens avec l'espace et le rapport qu'ils partagent entre eux. Cette violence contrastée, ces races et si différentes, cette bigarrure. Oui. Et c'est aussi ces oppositions de classe. Et tout ça faisant un bruit du tonnerre que j'ai voulu faire entrer dans ma page. Extraordinaire, Dany Laferrière, que de replonger là-dedans. Quand je disais la Remington 22. Cette machine à écrire que j'ai achetée $50 à la sortie de l'usine, après 8 ans d'usine, parce que je voulais être un écrivain un peu différent de ceux que je lisais, qui venaient du 19e siècle, très littéraire. Et je me suis dit que peut-être la machine m'aidera à être cet écrivain américain que je voulais être, c'est-à-dire un écrivain où on a l'impression que chaque mot a un son, chaque frappe, chaque lettre arrive avec ce fameux son de la machine. Je voulais entendre cette musique et je voulais savoir aussi que peut-être je deviendrai un jour cet écrivain américain. Et en tapant avec un seul doigt sur la machine. Eh bien, ce doigt, j'ai tapé peut-être 30 000 pages. Et si je crois avoir tapé 3 fois chacun de mes livres, j'en ai écrit peut-être 25 ans. Donc. Oui, quand vous voyez l'Amérique d'aujourd'hui, Dany Laferrière, l'Amérique de Donald Trump et aussi l'Amérique d'Obama, ce contraste-là, vous vous dites, ça reste le continent de tous les possibles. Ça reste le continent de l'impossible et de tous les possibles. Et ces possibles-là sont nourris par les fantasmes des gens qui n'auraient pas dû s'illusionner à ce point, puisque ce sont les pauvres, ce sont les simples gens, entre guillemets, qui nourrissent cette Amérique. Si on les écoute, c'est eux qui parlent toujours d'une Amérique où ils ont leur chance. Alors que les puissants sont plus blasés, malheureusement, plus usés par toute cette corruption dans laquelle ils barbotent. C'est dommage, oui, quand même. On aimerait bien que cela change un jour, que ces simples gens arrivent à avoir une part de ce gâteau, et pour permettre peut-être aux riches d'avoir peur et de commencer à s'illusionner. Ce livre se termine par la bombe. On attend la bombe et on dit... Tu ne me reconnaîtras pas, il paraît, après la bombe. J'aurai simplement
une rose rouge à la main. Oui, je me présenterai après l'Apocalypse. C'est vrai qu'aujourd'hui, la bombe n'est plus cette chose qui tombera sur la planète parce que le président du Soviet suprême aurait appuyé sur un bouton rouge ou le président américain de son côté aurait appuyé sur un bouton rouge. Elle n'est plus mondiale, plus globale, mais elle est comme si on mourait en détail. La bombe tombe toujours, mais elle tombe de façon singulière. On dirait qu'elle tombe quartier par quartier. Paris en a subi les effets. On dirait qu'elle tombe en détail et que nous allons vers une apocalypse compartimentée. Merci Dany Laferrière. Mythologie américaine publiée chez Grasset. C'est voilà 4-5 romans. Les premiers, cette Amérique, celle qui vous a fait naître à la littérature aujourd'hui à l'Académie française. Merci Dany Laferrière. Merci.